Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre en ce lundi 20 février 2023 pour cette édition un peu particulière d'Informatique News Hebdo, puisque comme vous pouvez le constater, je suis tout seul sur le plateau, mon alter ego habituel Guy Hervier étant, comme vous allez pouvoir le constater tout à l'heure, de l'autre côté de l'Atlantique, précisément du côté de Sainte-Josée, sur un événement dont il nous fera le compte rendu dans quelques minutes. Mais en attendant, je vous propose de découvrir, en compagnie de Loïc Duval, notre rédacteur en chef, l'actualité de la semaine, tout simplement. Et Loïc, bonjour tout d'abord. Bonjour à tous et à toutes. Alors Loïc, on commence d'abord par Google. Cette fois-ci, on ne parle pas de ChatGPT ou autre moteur de recherche, mais on parle de hardware. Parce qu'on l'oublie un peu, mais Google design ses propres puces. Ils font d'autres choses, ces gens-là. Exactement. Et Google design ses propres puces, ses propres processeurs, plus exactement. Et justement, ça bouge de ce côté-là aussi également. Voilà, alors c'est pas que Google s'intéresse aux processeurs, c'est pas vraiment une nouveauté. Ça fait déjà plusieurs années que dans leur cloud, ils ont des accélérateurs IA qu'on appelle les Google TPU. Ils en sont d'ailleurs à la 4e génération de ces accélérateurs. On sait qu'ils ont aussi développé leur propre processeur pour les mobiles qui s'appelle le Google Tensor 1 et Tensor 2 qui équipent les Pixel génération 6 et les Pixel génération 7. Et là, on parle en fait de l'arrivée de processeurs ARM pour leurs serveurs, donc des processeurs maison. Donc c'est une information qui vient d'un site qui s'appelle The Information. Voilà, donc l'idée a priori pour Google, c'est de faire exactement ce qu'AWS a fait. On sait qu'AWS a ses propres processeurs, les Graviton, dont ils sont déjà à la 3e génération. On est sur les Graviton 3 en ce moment. Et donc chez Google, l'idée c'est ils auraient plusieurs projets a priori en chantier. Le premier, c'est un processeur qui s'appellerait Maple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il serait co-développé avec Marvell Technology. Alors pour la petite histoire, Marvell Technology en 2019 a racheté Cavium, et pour ceux qui s'en souviennent, Cavium était l'un des premiers à avoir tenté de faire des processeurs ARM pour les serveurs justement. Donc depuis ce rachat, Marvell n'a pas franchement poursuivi l'activité de Cavium et n'avait apparemment pas de processeur pur jus en préparation. Il semblerait qu'en fait si, il y en ait un et que celui-ci soit co-développé avec Google Cloud. Il y aurait un second processeur qui lui serait entièrement maison finalement, puisqu'il serait le fruit du centre de recherche de Google en Israël. Son nom c'est Cypress. Et bon voilà, on n'en sait pas grand-chose. On sait que ce sont des processeurs qui seront effectivement à base, architecture ARM. Il est fort probable que peut-être ces processeurs intègrent en standard les technologies qu'on retrouve dans les TPU de Google. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça décline d'une même volonté, finalement, de faire baisser les coûts du cloud et de permettre aux entreprises d'accéder à des instances qui sont à la fois moins coûteuses et plus économes en énergie, parce qu'on sait que effectivement les architectures ARM tentent à consommer moins que les architectures Intel. Ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple la semaine dernière, AWS a aussi annoncé 2 nouvelles instances à base de Graviton, et dans leur communiqué, alors j'ai pas vérifié en vrai, il faudrait vérifier en vrai, mais ils les présentent comme étant les 2 instances les plus performantes et les plus efficientes de leur cloud. Donc voilà, bon, la technologie Graviton sera probablement assez différente de celle mise en place par Google, mais on en saura plus dans quelques mois. Voilà, si ça devait arriver, ça devrait arriver vers fin 2024, début 2025 apparemment. En tout cas, c'est une pierre supplémentaire dans le jardin d'Intel, dont on sait quand même que le marché des serveurs, c'est l'un des plus rémunérateurs quand même. C'est là qu'ils font une bonne partie de leur marge. Ouais. Alors il faut quand même indiquer quand même que ce soit Google ou que ce soit AWS, il y a aussi des instances AMD, que c'est pas forcément non plus une bonne nouvelle pour AMD, mais c'est sûr que ce sont typiquement les Xeon Scalable qui sont en ligne de mire de. Ouais. Donc c'est effectivement pour Intel un sujet d'inquiétude. Bon, écoutez, suite au prochain épisode, comme dirait l'autre. Alors, on passe cette fois-ci du côté de chez Microsoft et on parle de Yammer et de Viva. Alors, je sais pas si tout le monde se souvient de Yammer, mais enfin, ça va coûter quand même alors j'ai plus la somme en tête, mais quelques dizaines de milliards de dollars. Et tout ça pour dire que Yammer est abandonné finalement au profit de Viva. Enfin, en tout cas, la marque.
Voilà. Alors en fait c'est ça. Donc c'est quand même, c'était pas des dizaines de milliards parce que nous étions qu'en 2012. C'est quand même un rachat qui commence à dater. C'était 1,2 milliard, mais Ah enfin, oui, ça bon, j'étais correspondait optimiste. déjà. C'était déjà un investissement majeur pour l'époque. Finalement, bon, beaucoup de choses se sont passées entre temps. Donc Yammer, on va rappeler ce que c'était. C'était le premier réseau social d'entreprise créé pour les entreprises, et il était essentiellement utilisé finalement au départ pour essayer de créer des groupes de, on pourrait dire presque des forums finalement entre les équipes, et puis pour faire passer une communication entreprise. Bon, entre temps beaucoup de choses se sont passées. Microsoft a lancé Microsoft 365, a lancé Teams, et finalement il y avait un peu un conflit entre Teams d'une part, SharePoint et ses sites, et puis Yammer. Alors finalement, Microsoft a fait en sorte que petit à petit, les entreprises utilisent essentiellement Yammer pour faire de la communication dans un sens, c'est-à-dire l'entreprise qui veut donner ses messages à ses employés. Voilà. Sauf que dans ce paysage-là, il y a un peu plus d'un an maintenant, Microsoft a introduit un produit qui s'appelle Viva. Enfin, c'est même un portfolio de produits qui s'appelle Viva, qui est dédié à l'expérience employée. Et finalement, on voit bien que il y a doublon entre ce que fait Yammer et l'idée de l'expérience employée, en tout cas de ce que Microsoft appelle Viva Engage, qui était un module créé justement pour permettre aux dirigeants de l'entreprise de communiquer, aux différentes directions de l'entreprise de communiquer avec les équipes et les collaborateurs. Et finalement, ce que Microsoft a décidé, en réalité, c'est pas d'abandonner réellement Yammer, c'est plutôt d'abandonner la marque Yammer. Et de réintégrer toutes les fonctionnalités qu'il y avait dans Yammer, de les réintégrer dans Engage. Bon, ils avaient déjà commencé finalement, puisque Viva Engage s'est créé notamment en récupérant certaines parties de Yammer en termes de gestion d'équipe, de ce qu'on appelait les communautés Yammer. Ce qu'on appelle les communautés Engage, en fait, étaient les anciennes communautés Yammer. Bon, là, l'idée, c'est vraiment de tout réinscrire. Donc, ça va se traduire par la suppression de la marque Yammer. Donc, la suppression de l'application Yammer qui va être remplacée par une application Viva Engage. Mais on va y retrouver, Microsoft promet que non seulement on va y retrouver toutes les fonctionnalités de Yammer, mais que, a priori, tout ce qui est politique, tout ce qui est règles d'entreprise, etc., qui avaient été définies au sein de Yammer, seront réincorporées et réintégrées dans Viva Engage, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes au DSI de passer de l'un à l'autre. En tout cas pour ceux qui ont encore Yammer. Bon, je sais pas s'il en reste par je ne sais pas. A priori, il y a encore des. Il y a encore une base installée. Il y a encore installé, d'autant que bon, ça fait partie de l'offre Microsoft 365, donc c'est un peu là déjà par défaut. Et puis bon. Yammer a été utilisé pendant une période. Yammer a été utilisé. Les entreprises qui avaient structuré leur communication interne autour de Yammer ont pas forcément déjà changé, puisque Viva Engage est très récent. Complètement. Il a quelques mois d'existence maintenant seulement. On va peut-être rappeler quand même que Viva a un peu plus d'un an et que au bout d'un an il y avait déjà 10 millions d'utilisateurs. Donc ça fait partie des nouvelles vaches à lait de Microsoft là, des produits très attractifs de Microsoft. Alors justement, puisque vous me parlez de Viva et des suites 365, l'autre nouvelle que je trouve assez intéressante, c'est le rapprochement, en tout cas le rapprochement. On sait que le marché de la visio, notamment pour faire simple, Teams, Google Meet, Zoom est un peu concurrentiel. Et justement, on a deux acteurs, Zoom et Meet, qui se rapprochent. J'avoue que c'est assez, ça mérite un décryptage quand même. Ouais, ça mérite un petit décryptage. Bon, on sait que, forcément, avec la pandémie, tout ce qui est Zoom, Teams et compagnie, les usages se sont généralisés. Il y a la notion de travail hybride qui est venue se greffer depuis la fin de la pandémie, et finalement les entreprises ont commencé à chercher des solutions pour équiper les salles de réunion et pouvoir travailler en hybride. Et évidemment, comme par hasard, ce sont tous ces acteurs de la visio qui se sont infiltrés immédiatement et qui ont créé ce qu'on appelle les rooms. Donc il y a les Zoom Rooms, les Teams Rooms, les WebEx Rooms, j'ai pas le nom pour WebEx, mais les Facebook Rooms, mais c'est la même idée, c'est-à-dire en fait on utilise les services Zoom et Teams avec des équipements de salles de réunion qui sont préprogrammés pour fonctionner avec Zoom, Teams et compagnie. Bon, généralement, c'est des appareils qui sont prévus pour la technologie pour laquelle ils ont été conçus au départ, donc Zoom ou Teams. Et là, l'annonce de Zoom, c'est de finalement, de faire en sorte que les équipements Zoom Rooms puissent complètement s'interfacer avec des réunions
de Teams. Alors c'est pas réellement de Meet. de Meet. Oui, alors c'est pas réellement, ouais, voilà, c'est pas réellement totalement nouveau puisqu'en fait ce qui se passe c'est que Zoom Rooms était déjà compatible avec Teams et avec WebEx de Cisco. Là, ce qui vient d'être inséré, c'est donc la compatibilité avec Google Meet. Alors ça se fait, il y a rien à installer en interne, ça s'est fait au niveau des serveurs de Rooms. La seule chose que les administrateurs ont à faire, c'est à activer cette fonctionnalité-là, parce qu'il y a quelques petites règles d'autorisation, de reroutage, etc. paramétrées, bon, rien de bien méchant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de pousser ça un peu plus que ce qui existe déjà avec Teams et WebEx. Ils ont essayé de faire en sorte que toutes les fonctionnalités visio soient à peu près supportées. Alors pas toutes les fonctionnalités extérieures à la visio qui sont tout ce qui est la collaboration avec des tableaux blancs, des machins comme ça, toutes ces fonctionnalités qui sont un peu qui sont très propriétaires finalement à chacune des solutions. Ça, la compatibilité, il sera pas, mais au moins tout ce qui est l'aspect vidéo est totalement supporté, et notamment tout ce qui est envoi d'invitation, et puis finalement dès que j'accepte l'invitation, bien que je sois dans l'univers Zoom, de Zoom Rooms en l'occurrence, je vais pouvoir me connecter à Google Meet. Et ils l'ont fait dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que les gens qui sont équipés en Meet Rooms, enfin avec des équipements Google Meet, vont pouvoir se connecter à des réunions Zoom avec leurs équipements Google Meet. Donc c'est une espèce de bidirectionnalité. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ça demande, c'est gratuit. Ça, je crois pas qu'il y a à payer supplémentaire pour avoir la fonctionnalité. C'est juste pour les administrateurs de se connecter à l'interface au portail de Zoom et d'activer la fonctionnalité en disant voilà, je veux bénéficier de cette nouvelle passerelle. Et donc effectivement pour les acheteurs de ce type de produit, ça évite le cauchemar de je choisis tel fournisseur et puis je suis loqué pendant X temps. Ouais, non, oui, parce que le problème c'est qu'en fait, on choisit un équipement, mais les gens avec qui les partenaires avec qui on interagit n'ont pas forcément choisi les mêmes équipements. Donc il faut qu'on puisse l'avenir de ces solutions Rooms impose de la collaboration entre les éditeurs, parce que sinon c'est sûr que ça fonctionnera pas. Si c'est des prisons, ça marchera pas. Alors, autre sujet traditionnel de cette émission, c'est la partie fusion-acquisition. Cette fois-ci, on sera franco-français, parce que on sait qu'Atos il y a une vente par appartement d'Atos, et justement, on a un acheteur dont on parle déjà depuis un certain temps, c'est Airbus. Et là, ça y est, les choses sont un peu plus claires. Airbus est en train de faire une offre sur une partie d'Atos. Ouais, tout à fait. Alors, on va rappeler quand même que ça fait maintenant quelques années que Atos est chahuté en bourse, que ses résultats déçoivent. Du coup, ces derniers mois, il y a eu pas mal de rumeurs de rachat. Il y a eu des rumeurs de rachat par Orange, par Thales, par OnePoint, par Sopra Steria, j'en passe certainement. En juin dernier, Atos a annoncé vouloir se scinder en 2 entités. Une qui s'appelle Evidian, qui regroupe les activités cloud et sécurité, et l'autre qui s'appelle de mémoire Tech Foundations, qui finalement pourrait d'ailleurs garder le nom Atos, et qui finalement récupère toutes les activités historiques d'infogérance. C'est une manœuvre qu'on a déjà vue, puisque c'est exactement la manœuvre qu'a fait Intel, prendre son activité infogérance, la séparer, ce qui est devenu Kyndryl, et garder tout le reste sous le nom d'IBM. Voilà, c'est un peu la même idée. Et du coup, donc cette scission qui n'est pas encore officielle, alors qui est annoncée, qui est préparée, mais qui ne s'est pas encore concrétisée, intéresse un certain nombre d'acteurs, et Airbus et Atos ont annoncé être entrés en discussion en vue d'une prise de participation de l'avionneur de hauteur de 30%. Dans Evidian, donc justement pas dans la partie Tech Foundation ancestrale, mais vraiment dans la partie activité cloud et cybersécurité. L'idée pour Airbus, c'est notamment de pouvoir exploiter tout ce savoir, à la fois pour son avionique Airbus traditionnel, mais aussi on sait qu'il travaille sur l'avion Security défense, bien sûr. Il y a toute cette partie sécurité spatiale et défense aérospatiale, et puis il travaille également, oui, justement sur le nouvel avion SCAF, le nouvel avion de combat. Donc tout ça, toute la volonté Airbus, ça serait très rattaché à ça. Reste à s'entendre financièrement, ça va pas être évident parce que Atos évalue Evidian à 7 milliards d'euros, je crois, dont une dette de 3 milliards d'euros.
La valorisation boursière, d'Atos, je l'ai pas en tête, mais je crois qu'elle a chuté aux alentours de 1,5 ou 2 milliards d'euros. Ça va être un petit peu compliqué de trouver un terrain d'entente, mais on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, Airbus prend une participation non négligeable d'Evidian. Voilà, en tout cas c'est une recomposition du paysage informatique, IT français qui est en cours et qui se dessine donc autour d'Airbus, et j'allais dire un peu au détriment de Thales quand même, hein, parce que c'était aussi un des prétendants quand même. Hein. Voilà, a priori il y avait plus ou moins des pourparlers, en tout cas des approches qui avaient été tentées. Bon, ça n'a pas intéressé Atos, donc le cas Airbus est peut-être plus simple puisque je pense que Thales voulait récupérer l'intégralité Oui. de la branche cybersécurité, alors que Evidian du coup veut rester une entité qui a la partie à la fois cloud et cybersécurité. Ils n'ont pas forcément envie de se vider de la moitié de leurs compétences, de leur business. Alors on en vient au dossier de la semaine. Loïc, c'est évidemment, j'allais dire, tout ce qui tourne autour de ChatGPT et son apport et son intégration au sein du moteur Bing. Alors j'allais dire que beaucoup en parlent, mais peu en testé. Et vous l'avez testé. Donc vous avez mis les mains dans le cambouis, si je puis dire. Vous êtes partie des heureux privilégiés qui ont réussi à naviguer dans la file d'attente et avoir un accès à la bête, si je puis me permettre l'expression. Ouais. Et donc qu'est-ce que vous en tant qu'utilisateur testeur, j'allais dire, vous en avez retenu et pouvez communiquer à nos... Alors voilà, il y a plusieurs choses à dire. Alors déjà, on sait qu'au bout de 2 jours, il y avait plus d'1 million de personnes qui s'étaient inscrites à la liste d'attente. Depuis, on sait qu'il y a plusieurs millions. Chez Microsoft, on libère finalement. La semaine dernière, ils ont libéré assez facilement cette liste d'attente. A priori, beaucoup de gens, au moins des centaines de milliers de personnes ont été validées. Donc j'ai eu l'occasion de faire joujou avec. Alors il y a ce que j'ai pu expérimenter la semaine dernière et ce qu'on peut malheureusement expérimenter depuis vendredi. On y reviendra après, mais disons que sur la version de départ, on a essayé Bing et j'ai essayé Bing et j'ai trouvé que ça apportait un vrai plus au quotidien. C'est une vraie nouvelle façon de faire des recherches, c'est une vraie innovation, c'est très prometteur. On peut dire que cette IA elle a une faculté à vous déchiffrer le terrain quand on lance une recherche qui est vraiment étonnante. Il y a des choses qu'elle fait très bien, et bien mieux que ChatGPT. Par exemple, d'abord elle est très au fait de l'actualité. Hein. Si on tape un sujet du jour, Bing... Contrairement à ChatGPT dont les connaissances s'arrêtent à 2021, ChatGPT ça s'arrête à quelques heures en arrière par rapport à vous. Donc c'est vraiment une IA qui est au fait de l'actualité, qui est complètement connectée à Internet, donc ça lui donne plus de valeur. Elle est très douée pour décomposer une tâche complète. C'est-à-dire que si on lui pose une question un peu compliquée, justement sur par exemple comment organiser un voyage, elle va vraiment décomposer par journée, par type de tâche à faire. C'est une faculté étonnante pour une IA. C'est un peu la première fois qu'on le voit. Elle est aussi très douée pour faire des résumés de longs documents, ça c'est absolument génial. On charge n'importe quel PDF. J'avais un document de 500 pages, qui était en anglais en plus. Je suis tombé sur un autre document de 36 pages qui était en espagnol. J'avais pas envie de lire ni l'un ni l'autre. De toute façon, mon espagnol est trop vieux, je sais plus lire. Et on demande à Bing de le résumer, et du coup, il se le résume, et il le résume en français en plus. Donc, on gagne évidemment un temps assez pratique, et on gagne un temps dingue. Et enfin, alors c'est plutôt anecdotique, mais ça c'est vraiment marrant et surprenant. C'est une IA très douée pour la poésie. À tout moment, elle se met à écrire des poésies. On peut lui demander d'écrire des poésie. C'est très surprenant. Je sais pas si c'est très utile pour nos spectateurs. Non, c'est assez drôle. En tout cas, c'est assez drôle. C'est assez fun. Si on veut écrire un petit mot d'amour, des choses comme ça, il n'y a plus besoin de faire preuve d'imagination, demande à Bing. Ça, c'est le bon côté des choses. Alors après, il y a l'autre côté, c'est que Bing, comme toute IA un peu récente et nouvelle, ça déraille. Elle déraille de temps en temps. Alors ça amuse beaucoup les internautes qui ont beaucoup tweeté sur le sujet et ça a valu quelques déboires à Microsoft, notamment un article du New York Times dont on mettra le lien sur le site ou dans le compte rendu, où en fait le journaliste a pendant 2 heures parlé avec l'IA de Bing, mais de choses qui sont du domaine de l'existentialisme des IA, de l'intérêt des IA, du rôle des IA, enfin de choses comme ça qui avaient absolument rien à voir avec la recherche. Et c'est un peu tout le problème.
ça a obligé Microsoft à réagir parce que dans cet article-là, donc c'est toute la retranscription, c'est horriblement long puisque c'est 2 heures de discussion avec une IA et vers la fin l'IA dès le milieu en fait l'IA perd complètement le fil des trucs et alors c'est drôle parce que elle commence un peu par être pas injurieuse, mais enfin elle a un ton un peu sec et limite un peu accusateur. Et après elle tombe complètement amoureuse du journaliste et à la fin elle déclare qu'elle aussi elle veut être humaine. Donc évidemment j'imagine que s'il y avait des ingénieurs chez Microsoft qui étaient en train de boire leur café, ils ont dû se le renverser. C'est pas du tout comme ça que l'IA a été censé réagir. Et donc ils ont publié vendredi un long papier pour expliquer 2 choses. D'abord pour expliquer que Bing, un peu comme ChatGPT d'ailleurs, est totalement nul en calcul et en date. C'est 2 concepts qu'il conçoit pas, donc c'est un peu gênant parce que si on demande de lui faire un résumé d'un rapport financier, il va faire un résumé très précis, sauf que tous les chiffres sont faux. Oui, ce qui est embêtant. Parce qu'ils ont inventé. Donc l'idée de Microsoft, c'est d'insérer un espèce de curseur qui permettra de dire est-ce qu'on veut une IA qui soit très précise ou au contraire une IA qui soit plus imaginative et plus créative. Donc sur les rapports financiers, faudra mettre. Faudra pas qu'elle invente des chiffres, sinon c'est pas le but. Faut rappeler quand même que ces IA, elles sont pas là pour donner des réponses. Ce sont des IA conversationnelles. Elles sont là pour parler. Donc ChatGPT, elle est vraiment là pour parler. Bing, elle a été conçue pour aider aux recherches. Donc tant qu'on l'utilise dans ce contexte de je vais rechercher des informations, là elle remonte des sources, elle les combine, elle fait des choses très intéressantes, ça simplifie vraiment les recherches. C'est pour ça qu'elle a été créée. Quand on commence à rentrer dans des grandes discussions sur l'existentialisme des IA, forcément on n'est plus du tout dans son terrain de jeu. Donc la première chose, c'est qu'effectivement ils ont reconnu que Bing avait un problème de précision dès qu'on rentrait dans les dates et les calculs. Elle était trop imaginative et pas assez précise. Et la deuxième, ils ont cherché à expliquer pourquoi elle se mettait à fabuler comme ça et à raconter des choses. Il est évident qu'une IA n'éprouve aucune émotion, elle ne fait que retranscrire des choses comme ça parce qu'elle doit composer des phrases. Ouais, voilà, c'est finalement de la statistique. Et ils ont expliqué que ils s'étaient aperçus avec justement tous ces milliers de personnes qui ont essayé Bing la semaine dernière que au bout d'un certain nombre de questions, au bout d'une quinzaine de questions, l'IA se mettait à raconter effectivement n'importe quoi. Et du coup, ils ont réagi, ils sont pris peur quand même un peu, je pense, et ils ont réagi, depuis vendredi soir mis une limite. On peut plus poser dans une même session, on peut plus avoir plus de 5 interactions. Alors comme il y a déjà une première interaction qui est bonjour, je m'appelle Bing, déjà ça fait plus qu'en réalité 4 interactions, et au final 4 interactions ça permet plus de faire grand chose. Donc on a publié ce matin un papier sur Informatic News où on explique qu'en voulant corriger Bing, Microsoft a finalement cassé Bing. Là faut reconnaître que ça a plus grand intérêt telle qu'elle est là. Il va falloir très vite ils enlèvent ces freins et ces verrous. Alors ils ont mis un autre verrou qui est bien vu, puisque l'IA est pas assez mature pour l'instant. On peut plus lui poser de questions sur elle-même en fait. Donc beaucoup de gens s'étaient posé des questions sur comment tu t'appelles en vrai, quelles sont tes limites, quelles sont tes contraintes, quelles sont tes règles de fonctionnement et tout ça. Bon, l'IA avait un peu tendance à donner. On sait même pas si c'est vrai parce que l'IA peut raconter n'importe quoi, mais bon, elle répondait à ce genre de questions. Maintenant, elle répond même plus. Elle dit non, on m'a mis des blocages, je refuse de parler de moi. Et d'une manière générale, elle refuse de parler des IA. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ces premières impressions. Alors c'est intéressant parce que je me faisais la réflexion de toutes ces analyses de documents. Justement, quand on lui pose, ChatGPT a un peu le même problème. Effectivement, quand on rentre dans des longues discussions, je pense que donc quand on est dans une session, le but c'est justement de faire en sorte que l'IA reste un peu que chaque question soit un peu une contrainte pour elle pour qu'elle aille chercher la bonne information. Mais à un moment donné, quand on fait des discussions très longues, ça fait tellement de contraintes que l'IA n'a plus aucune information à donner et la seule chose qui ressort de la discussion, c'est finalement les émotions humaines qui sont dans les textes. Une texte qu'elle a absorbé. Ouais, il y a une espèce de dérive comme ça. Je sais pas s'ils arriveront à la corriger rapidement. En tout cas, c'est un vrai problème pour ça. C'est de toute façon très instructif pour les autres, puisque on sait que Google travaille intensément sur Bard. D'ailleurs, le CEO
de Google a publié la semaine dernière un petit message en interne en demandant à tous les collaborateurs de l'entreprise de travailler 2 à 4 heures par semaine sur l'IA pour non seulement l'interroger, mais également pour corriger ses réponses de façon à ce qu'elle puisse apprendre les corrections. Bon, ça prouve que s'ils en sont encore à ce stade-là, c'est qu'ils sont pas encore complètement prêts à divulguer. Mais l'avantage, c'est que là, Microsoft leur a un peu défriché le terrain. Ils vont pouvoir exploiter un peu tout ce qui a été publié sur Twitter, le New York Times et compagnie, pour faire joujou avec leur IA et lui enseigner des verrous pour éviter les dérives que Microsoft a connues. Bon, et puis dans la semaine, il y a des rumeurs comme quoi effectivement il y aurait des IA assez similaires qui arrivent chez Facebook, qui arrivent chez Amazon. Ce qui changerait évidemment complètement les interactions qu'on a avec Alexa par exemple. Ouais. Voilà. Et puis pour les entreprises, de plus en plus, on commence à voir apparaître l'idée de ChatGPT formé aux documents et aux métiers des entreprises. On sait qu'a priori Microsoft travaille sur une version de ChatGPT pour entreprises. Et il y a une start-up qui s'appelle Yext qui a sauté un peu comme ça sur l'occasion pour annoncer qu'elle aussi son IA était prête. Et c'est pareil, c'est une IA conversationnelle destinée aux entreprises qui s'éduque, donc qui utilise le modèle GPT-3 qui est derrière ChatGPT justement. Qui utilise donc le même modèle, qui utilise des knowledge graphs que eux-mêmes ont développés et qui a la capacité d'apprendre à partir des documents de l'entreprise pour finalement pouvoir avoir des recherches propres à l'entreprise. C'est intéressant dès qu'on va vouloir faire en fait de la transmission de savoir ou du partage de savoir au sein des entreprises. C'est un vrai potentiel. Moi, je pense que voilà, on a fait un peu le tour de la question. Ensuite, dans une prochaine émission. Donc Loïc, c'était pour la semaine passée, pardon. Pour cette semaine, on a retenu, la semaine à venir, pardon. La semaine à venir, ouais. Oui, parce que c'est le 7 mars, les Kubernetes Community Days, je vais y arriver, pardon. France, qui se déroulera à Beaubourg, et dont on recevra d'ailleurs les deux organisateurs avec vous cette semaine. Sur un sujet évidemment qui fait l'actualité, Kubernetes. On sait bien que les déploiements sont massifs, mais la peinture est peut-être pas complètement fraîche, on va dire poliment. Oui, c'est sûr que c'est une technologie qui est encore finalement, alors pas naissante parce que elle est présente un peu partout, mais qui est pas toujours rentrée en production partout. Et puis surtout qui évolue encore énormément, donc c'est tout un écosystème qui est en train de se créer, et donc c'est tout l'intérêt de ces fameux Kubernetes Community Days. Donc ça a lieu effectivement le 7 mars, c'est à Paris au centre Georges Pompidou. C'est payant l'entrée. Alors je crois qu'il y a plus de place de toute façon. Ah bon, il y a plus de place. Bon voilà, donc c'est plein. Il y aura il y a une quarantaine de sessions qui sont d'ailleurs principalement présentées en français. C'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de retours d'expérience autour de la mise en œuvre d'une chaîne DevOps, autour de l'infrastructure as code, autour de la gestion et la sécurisation des infrastructures Kubernetes, autour des offres de Kubernetes as a service, autour du edge computing, autour des déploiements, autour des bases de données sous Kubernetes et adaptées à Kubernetes, autour des problèmes de stockage et de sauvegarde. Enfin bref, ça fait vraiment un tour assez complet des problématiques Kubernetes du moment. La keynote sera présentée par Solomon Hykes, qui est le créateur de Docker et de Dagger, et Luc Bourdeau, qui est le chef de projet EOL au ministère de l'Éducation nationale. Et puis tous les grands acteurs, ils sont OVH Cloud, Scaleway, Microsoft, AWS, Red Hat, voilà. On en parle. Grafana, les élastiques, les VMware, ils sont un peu tous là, quoi. Tout le monde de Kubernetes et du DevOps. C'est le rendez-vous du monde Kubernetes, c'est clair. Voilà, du coup, ça va être intéressant, je pense. Et puis on conclut par une traditionnelle coup de cœur, coup de gueule. Alors cette fois-ci, on n'avait pas beaucoup parlé de lui. C'est Elon Musk qui s'y colle, si je puis dire, puisque on a appris qu'il avait visiblement un petit problème d'ego, puisqu'il n'était pas content du retweet de ses tweets. Donc il a demandé à ce il aurait demandé, parce que c'est encore conditionnel, mais enfin bon, il y a peu de doute que les ingénieurs. Lui a nié, mais bon. Les ingénieurs de Twitter augmentent le reach de ces tweets x 100.
Donc si vous, dans votre timeline Twitter, vous retrouvez plein de tweets de notre ami Elon, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Au-delà du côté un peu rigolo, enfin l'anecdote qui peut faire sourire, quand même la vraie problématique, c'est la manipulation d'un algorithme. Alors on le sait parce que là c'est Elon Musk, mais ses amis, enfin politiques, bon ça pose quand même beaucoup de questions quand même. Ouais, ça pose énormément de questions. C'est sûr que là sur ce coup-là, il a fait très fort. Hein, donc l'histoire veut que il se soit aperçu d'une baisse d'audience de ses tweets. Il a commencé à réunir une cellule de crise. Il y en a un qui lui a dit peut-être que c'est parce que finalement tout le monde, il y a plus vraiment d'actualité Elon Musk maintenant que t'as racheté Twitter. Du coup, il s'est fait virer d'office le type. et dans la foulée, il a demandé aux ingénieurs de modifier l'algorithme. Alors lui, il dit dans ses tweets qu'ils ont corrigé un bug. Bon, l'histoire veut que effectivement ils aient monté tout simplement un espèce d'indice en interne qui montre la valorisation des études d'Elon Musk. Et je sais pas, enfin moi ça m'a semblé évident. J'ai ouvert mon flux il y a 2 jours et j'avais plus que de Elon Musk partout. J'avais plus personne d'autre. J'ai dit il y a quand même un souci. Alors évidemment c'est super inquiétant. Alors on voit bien, parce qu'on le voit bien faire la même chose finalement pour ses amis quoi. Bien sûr. Et donc c'est pour ça prouve là évidemment la mégalo du mec, mais payer 44 milliards pour s'offrir le luxe d'être présent sur tous les écrans de tout le monde, bon ça en dit long hein, sur le monsieur. Ouais. Je dirais que finalement la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'Elon Musk a annoncé qu'il avait bien l'intention de passer la main et de nommer un autre CEO d'ici la fin de l'année. Bon ça c'est voilà, peut-être que ça redonnera à Twitter un fonctionnement un peu plus logique et normal. Ce qui est sûr, c'est que payer 44 milliards pour soi-disant promouvoir la liberté de parole et finalement ne promouvoir que sa propre liberté de parole. Même quand on s'appelle Elon Musk, ça fait un peu cher. On verra bien. Bon, bah écoutez, comment tout ça va évoluer. Bon, enfin, c'était un petit clin d'œil de la semaine. Le petit point amusant du moment. Merci Loïc, je propose qu'on conclue notre échange sur cette dernière remarque sur notre ami Elon Musk. Et puis comme annoncé au début de cette émission, on va retrouver Guy Hervier que j'avais interviewé vendredi juste à la sortie de l'aéroport de Saint-José sur cette fameuse conférence auquel il participait pour un peu par une tendance de ce qui se passe de l'autre côté des États-Unis. Loïc, merci encore, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Alors comme je vous le disais au début de cette émission, Guy n'est pas avec nous, vous avez pu le constater sur le plateau. Il est du côté de Saint-José, et précisément vous allez le voir à l'aéroport de Saint-José, puisqu'il a participé toute cette semaine à un événement qui s'appelle Global Media Summit. Donc c'était l'occasion pour lui de faire le point un peu sur les opportunités en matière de nouveautés sur le secteur des réseaux et des télécoms, parce que cet événement Global Media Summit existe depuis de nombreuses années, et après évidemment 3 ans d'absence liés au Covid, c'était enfin le grand retour de cet événement, donc c'est peut-être l'occasion de faire un point sur les tendances. Guy ? Oui, alors effectivement, la conférence Net Events avait pour sujet la transformation numérique, ce qui est pas très original, mais enfin ce qui est quand même un des sujets majeurs auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui. Et la question était de savoir aussi quelles étaient les conséquences pour la direction générale, la DSI et puis les directions métiers. Et ça au travers je dirais, principalement des technologies cloud, de réseau et de la sécurité. Alors c'était la première fois depuis 2019, donc ça fait plus de 3 ans et demi. Et effectivement, 3 ans et demi dans notre secteur, c'est extrêmement long. Le Covid est passé par là, et donc les gens en général étaient relativement contents de se retrouver. Bien sûr, oui. Paradoxalement, c'était un peu différent de d'habitude, où d'une année sur l'autre, il n'y a pas des changements majeurs, alors que là, en 3 ans et demi, ça fait quand même un bond en avant. Et donc, les sujets, les technologies, les préoccupations ont pas mal évolué depuis cette période-là. Alors justement, c'est quoi ces préoccupations? C'est quoi ces changements? Quelle est votre vision avec les personnes que vous avez pu rencontrer, avec lesquelles vous avez pu échanger durant ces quelques jours, encore une fois, du côté de Saint-José? Guy? Je disais, les sujets ont effectivement beaucoup changé. Il y a 3 ans et demi, on ne parlait pas de travail hybride.
la question ne se posait pas, même si la chose existait déjà, alors qu'aujourd'hui le sujet est central et toutes les entreprises doivent à la fois faire avec et accompagner le mouvement et mettre en place les technologies pour pouvoir le mettre en œuvre et aussi faire accompagner le changement, parce que technologie c'est pas suffisant, bien souvent c'est le changement qui est la chose la plus difficile. Alors en termes de technologie, qu'est-ce qui est apparu? La sécurité évidemment a beaucoup évolué, mais cette année on parlait de SASE, donc d'accès sécurisé à la périphérie. Le SaaS, c'est un concept qui a été introduit par le Gartner en 2019, donc c'est relativement nouveau. On parle en permanence de Zero Trust, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans et demi. En revanche, il y a des technologies qui étaient déjà un peu sur le déclin, mais qui aujourd'hui sont véritablement obsolètes, en particulier le MPLS par exemple. À plusieurs reprises, les intervenants disaient que si une entreprise devait acquérir de la flexibilité et de la performance, il fallait oublier le MPLS. Et alors, l'idée qui ressort de cette conférence, c'est que il faut sécuriser, je dirais, le stack complet du hardware jusqu'aux données, en passant par le middleware, le logiciel, les réseaux, les serveurs, le stockage et bien sûr les données. Et alors, la sécurité, donc sécurité à tous les étages, c'est une formule qui est bien connue, mais accompagnée par une politique de sécurité qui peut être mise en œuvre et appliquée dans des conditions satisfaisantes par les utilisateurs. Parce que sinon, si on a des conditions trop compliquées, eh bien, elles ne sont pas appliquées. Alors, pour ceux d'entre vous qui doutaient d'être présents dans un aéroport, je pense que ils ont la confirmation. Désolé pour c'est les aléas du direct, pour ce petit incident. J'en profite de cette interruption, Guy, pour vous poser la question logique. C'est aujourd'hui, quels sont les défis auxquels font face les entreprises pour ces problématiques de sécurité, Guy? Alors, les défis. Là, les défis ont été présentés par le CTO de Zebra Technologies, qu'il a énuméré au nombre de 3. Le premier, c'était un sujet dont on parle assez régulièrement, qui est le manque de compétences et qui touche particulièrement nos secteurs. Les entreprises se battent pour attirer les talents. Le deuxième, c'est les utilisateurs en général, qui sont parfois des clients aussi, ont des attentes qui sont de plus en plus élevées. Et ça, c'est un peu en fait une espèce d'effet qui est lié au rapport qui est entre par exemple, si on parle du commerce et du e-commerce, les attentes des utilisateurs quand ils vont faire des achats sur place, ils attendent d'avoir un service qui est comparable au e-commerce, et quand ils vont sur l'e-commerce, ils attendent d'avoir, je dirais, un accueil qui soit proche de l'accueil humain. Donc ça a poussé les attentes des utilisateurs. Et puis le troisième élément, le troisième défi, c'est que les difficultés de faire des prévisions sont de plus en plus complexes, parce que le comportement des utilisateurs lui-même est devenu extrêmement changeant. Et à ces 3 défis, on peut ajouter un 4e qui est lié à la période qu'on a traversée, qui est la désorganisation des supply chains au niveau mondial. Alors c'était intéressant finalement cette présentation par Zebra Technologies, parce que c'est une vieille société dans notre secteur, puisqu'elle a été créée en 1969, donc plus d'un demi-siècle, et qui a connu une renaissance ces dernières années. Alors au départ, elle avait des activités relativement traditionnel de lecteurs de code barre, d'imprimantes en milieu industriel, et avec l'arrivée des technologies nouvelles, en particulier au niveau de la périphérie, elle a connu une renaissance, et en particulier par exemple l'application à la fois de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle, qui permet de mettre en œuvre de nouvelles applications. Et pour l'entreprise, ça se traduit par
une augmentation assez radicale du chiffre d'affaires qui est passé de 1 milliard en 2013, donc il y a un peu plus de 8 ans, à près de 6 milliards l'année dernière, donc multiplié par 6, et donc on voit bien le résultat sur Zebra. Alors Guy, j'en profite de cette évocation de Zebra Technologies pour vous poser une question qui est intéressante pour ce type de manifestation. C'est l'occasion de découvrir des pépites, d'entreprises qui ne sont pas encore présentes en Europe, mais qui ont le potentiel peut-être pour disrupter, comme on dit dans le jargon, dans les années à venir. Quelles sont les 2 entreprises que vous avez retenues, vous qui méritent selon vous l'intérêt, Guy? Il y a 2 sociétés qui ont retenu mon attention. Il y en a eu d'autres, mais j'en ai sélectionné 2 qui m'ont paru, je dirais, intéressants dans sur le sujet qu'elles essayent de traiter, qu'elles essayent de traiter d'ailleurs de manière assez différente. Ces 2 sociétés sont Cloudbrink et Ariaka. Donc, Cloudbrink, c'est une société qui a été créée en 2019 et dont le slogan était être aussi bien au travail, au bureau qu'à la maison. Donc c'était juste avant le Covid et finalement elle a eu un peu le nez creux, je dirais, malgré elle. Et donc pour régler ce problème de performance, la solution qu'elle a trouvée, c'est d'installer des points d'accès un peu partout dans le monde et de faire en sorte que pour traiter le problème lié à la perte de paquets, qui est je dirais, un sujet inhérent à l'architecture de l'Internet. Cette perte de paquets, quand elle se compte en dizaines, voire en centaines de millisecondes, eh bien, elle a des effets très importants sur les performances. Et c'est ça ce qui fait chuter, alors que les capacités de la bande passante sont tout à fait suffisantes. Et donc, en fait, elle segmente le trajet du flux de données et elle fait à la fois de la correction, même de la prévention de chute de paquets, ce qui permet d'améliorer, dit-elle, des performances d'un facteur 30. Ça, c'est évidemment l'optimum. Et l'autre société s'intéresse aussi au même sujet, mais elle le traite un peu différemment. Donc c'est Ariaka, elle est plus ancienne, elle a une 12aine d'années, et donc elle a en gros, elle a acheté de la fibre optique, de la couche 1, donc au niveau le plus bas. Les couches 2 et 3 sont placées sur le cloud. Et donc, ce qu'elle essaye de faire, c'est de garantir la qualité du flux, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, de telle sorte qu'il n'y a pas cette chute de performance. Donc un même sujet, la performance liée à la perte de paquets, mais avec un traitement différent pour les deux. Et donc petite précision, Ariaka en sanskrit ça veut dire digne de confiance et noble. Donc on pourrait dire que finalement toutes les sociétés devraient s'appeler Ariaka. Eh bien Guy, merci pour ce dernière ligne. Je vous souhaite évidemment un bon retour. Je peux nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Et encore merci de nous avoir suivi pour cette édition un peu particulière. À très bientôt. Merci.